Assalamu alaikum, bienvenue chers auditeurs dans mon podcast Qalam al-Ilm, la plume du savoir. Si t'es comme moi, tu aimes te cultiver, t'instruire et grandir pour devenir une meilleure version de toi-même, je t'invite à me rejoindre dans cette quête du savoir où l'histoire, la littérature et la science se rencontrent au fil des mots. Je suis vraiment contente de pouvoir vous sortir ce premier épisode. Je pense que le sujet va vraiment vous plaire. Aujourd'hui, on va parler de la critique et le sujet va être divisé en 3 épisodes, Inch'Allah. Le premier, aujourd'hui, ce sera l'autocritique. Le deuxième, ça va être la critique destructive et le troisième, ça va être la critique constructive. Donc, Inch'Allah, je vais essayer de vous les sortir avec une semaine d'intervalle, une semaine et demie tout au plus. Et sinon, ce sera au bout de quelques jours. Let's get into it, la critique. Je vous apprends rien si je vous dis que nous, les êtres humains, on est de grands critiques. On critique tout le temps. Dans chaque aspect de notre vie, on critique, que ce soit au travail, au restaurant, avec nos amis, en famille, ou même dans le creux de nos pensées ou dans l'intimité de notre chambre, on critique tout le temps. Et c'est vraiment un phénomène qui se fait depuis la nuit des temps. Et on critique absolument tout. Nos repas, nos relations, nos accomplissements, nos lectures, nos objets, absolument tout. Et qu'il s'agisse juste d'une introspection bienveillante ou sévère, ou une évaluation qu'on porte sur quelqu'un qui est critique, donc qui est positive ou négative, on critique tout et c'est vraiment ce qui va façonner notre identité. C'est-à-dire, c'est pas ça qui façonne notre identité, pardon, mais c'est plutôt notre identité qui va façonner la façon dont on va critiquer autrui et ce qui nous entoure. Donc cet acte de juger, il n'est pas anodin. Il révèle nos attentes et nos valeurs et ça contribue vraiment à la construction de qui on est. Si une personne qui est née au Maroc et qui a grandi au Maroc critique et se fait critiquer, elle va pas se faire critiquer comme, ou elle va pas critiquer comme quelqu'un qui est né au Canada et qui a grandi au Canada parce que les, les valeurs, les codes culturels et tout est différent, vous voyez? Tout ça, c'était un petit peu mon introduction à la critique, mais avant de vraiment définir concrètement ce que c'est la critique, je vais d'abord vous rappeler que nous, les êtres humains, on cherche inlassablement à être vus et à être entendus par autrui. On a ce besoin profond de reconnaissance et c'est pas seulement un caprice, mais c'est vraiment au cœur de notre survie sociale et ça construit un petit peu notre identité. But if you haven't noticed, everybody wants to be seen and everybody wants to be heard. It's human nature. It's how we are. It's what we are. Some people are going to say, oh, well, I don't want to be seen. I want to be left alone. Or I don't want to be heard. I don't want anybody to hear me. I hate my voice. Why did you just speak? Why did you just voice your opinion? Because you want to be understood? Or you felt that it was needed for you to explain yourself or explain the way you felt? Of course you do. You're human. Et attention, il ne faut pas se méprendre, je suis pas en train de dire que tout ce qu'on fait, on le fait pour les autres et qu'on vit un petit peu pour les autres. Non, je suis pas en train de dire ça. Je suis plutôt en train de dire que c'est un truc humain, c'est notre survie sociale, on veut être vu, on veut être entendu par autrui. Là, quand je suis en train de vous parler, je veux que vous m'entendiez. Quand vous faites une critique, vous voulez qu'on écoute votre critique. Si, admettons, vous critiquez le plat d'une amie, de votre mère, de votre père, peu importe, vous voulez que la personne, elle va écouter la critique que vous venez de lui apporter. Pareil pour toutes les personnes qui vous entourent. Et d'ailleurs, on a Carl Roger, un psychologue humaniste du XXe siècle, qui souligne que chaque individu, il a un besoin d'une écoute empathique et sans jugement. C'est vraiment un besoin qui lui permet de se sentir valorisé et de s'épanouir. Selon ce même psychologue, cette écoute permet non seulement de se sentir reconnu, mais elle favorise aussi l'intégration de soi et carrément le développement personnel. Strongly to the conclusion that a high degree of empathy in a relationship is possibly the most potent factor, and certainly one of the most potent factors, in bringing about change and learning. And so I believe it's time for me to forget the caricatures and misrepresentations of the past and take a fresh look at empathy. On a également John Bowlby avec sa théorie de l'attachement qui nous explique qu'un être humain, il recherche dès l'enfance la validation émotionnelle de ses figures d'attachement. Être écouté, compris et accepté par un parent, un proche, ça contribue à forger un sentiment de sécurité et à consolider l'identité personnelle. I would say have substantial reason for believing that the development of attachment behavior is as genetically determined as the development of eating behavior, as the development of sexual behavior. I mean, it's all part of intrinsic human nature. Et quand je vous parle de validation émotionnelle des figures d'attachement, je vous parle pas nécessairement. En fait, je vous parle pas du tout de
du besoin, en fait, d'avoir un parent. Parce que ça, c'est comme obvious. Quand t'es enfant, en fait, pour manger, pour peu importe ce que t'as besoin d'un parent, t'as besoin de quelqu'un. Là, je parle vraiment d'être validé émotionnellement. C'est comme un enfant, et je parle pas nécessairement aussi de parents. Un enfant, quand il fait un dessin, genre à la maternelle ou à la garderie, whatever, il va montrer le dessin qu'il a fait, le bricolage, peu importe. Il va le montrer à son enseignante, il va le montrer à sa maîtresse parce qu'il veut être validé émotionnellement ou il va le montrer à ses camarades parce que comme c'est des figures d'attachement justement. Mais en général, ça va plus être un adulte. S'il a des frères et sœurs qui sont un peu plus vieux, ça peut aussi l'être. Et en fait, j'ai aussi l'exemple de, admettons, t'es au parc, t'es un enfant, t'es au parc, tu fais une pirouette, tu descends du toboggan, peu importe, tu vas vouloir le montrer à tes parents, tu vas vouloir le montrer à ta mère. C'est vraiment de ça que je parle en fait. Is that other people should acknowledge certain of our feelings. We want that at key moments our sufferings should be understood, our anxieties noticed, and our sadness lent legitimacy. We don't want others necessarily to agree with all our feelings, but what we crave is that they at least validate them. When we are furious, we want another person to say, I can see that you've been driven to distraction. It must feel very chaotic for you inside right now. When we're sad, we want someone to say, I know you're unusually down, and I understand the reasons why. And when we can't take it all anymore, we want someone gently to utter, It's been too much for you, hasn't it? I recognize that so well. Of course it has. Lorsque ce besoin fondamental d'être vu et entendu, il n'est pas comblé, donc quand on est rejeté socialement, qu'on est ignoré, qu'on est exclu, la douleur qui en résulte, elle n'est pas seulement symbolique. Je vais m'expliquer. Il y a une chercheuse en neurosciences sociales qui s'appelle Naomi Eisenberger qui a réalisé une étude révolutionnaire dans laquelle des participants ils jouent à un jeu de se lancer une balle. Et parmi ces participants-là, il y avait des personnes qui étaient scannées sous IRMF, un scanner qui il permet d'observer l'activité des différentes régions du cerveau. Et donc, dans ce jeu de lancement de balles, on a demandé à certains des participants qui n'étaient pas sous scanner d'arrêter de lancer la balle à ceux qui étaient sous scanner. Et on a essayé d'observer qu'est-ce qui se passait dans leur cerveau. Et, attention, attachez vos ceintures, c'est une dinguerie. Les personnes qui se sentaient rejetées, ignorées, qui étaient exclues en gros, la partie du cerveau qui s'activait, c'était le cortex singulaire antérieur dorsal. Et donc, c'est une région du cerveau qui est normalement impliquée dans la détection de la douleur physique. C'est vraiment, vraiment une dinguerie parce que cette découverte, littéralement, elle démontre que le rejet social, il est ressenti par le cerveau comme une manière, En fait, il est ressenti de la même manière qu'une douleur corporelle. Et j'avais écouté une entrevue de cette même dame qui nous a dit qu'en gros, elle avait un stagiaire quand elle faisait cette étude qui travaillait aussi sur des radios, des scanners, le même scanner de cerveau d'un patient qui avait une maladie, je pense que c'était un cancer ou quelque chose dans le genre, qui était très, très douloureuse. Et elle a dit qu'en gros, quand elle mettait les deux scanners un à côté de l'autre, elle a dit qu'à un moment donné, on ne savait même plus qui était quoi. Alors l'autre personne était en pleine santé, c'est juste que comme elle se sentait exclue. Et l'autre, grosse douleur et tout parce qu'elle était vraiment gravement malade. C'est vraiment une dinguerie. Et moi, je me suis dit, en fait, quand j'ai écouté ça, je me suis dit que c'était une dinguerie parce que ces personnes-là, si ça se trouve dans leur vie de tous les jours, en fait, si ça se trouve, j'imagine même que ces personnes-là, en fait, elles sont pas rejetées socialement, elles sont pas exclues, elles sont pas ignorées. C'est sûr que ça arrive à tout le monde à un moment donné, mais comme dans leur vie de tous les jours, je pense pas que c'est ça qu'ils vivent. Donc, le fait que ce soit arrivé une seule fois dans un jeu où ils savaient qu'après le jeu, après cette étude, ils rentrent à la maison, ils vont jouer avec leurs enfants ou leur famille, leur chat, leur chien, peu importe, ils sont pas rejetés socialement, ils sont pas exclus. Je me dis, imagine une personne qui tend à recevoir des critiques tous les jours, tout le temps et qui est rejetée socialement. Quel impact ça peut avoir sur cette personne-là? And in some ways, it makes sense when you think about this from an evolutionary perspective, given how important social connection is for human survival and for, more broadly speaking, mammalian survival. It's possible that the system that makes sure that we stay socially connected may have actually piggybacked right on top of the physical pain system. So kind of borrowing that pain signal not only to alert us when our bodies are in danger of being harmed, but when our social relationships are in danger of being harmed as well.
Et en parallèle, c'est un truc qui n'a pas vraiment à voir, mais comme j'avais lu une étude qui disait que la solitude, ça agit sur l'être humain comme la faim ou la soif. Comme, je sais que la solitude, c'est pas, genre, c'est lié, mais c'est pas exactement comme juste ne pas, genre, être exclu. Mais c'est quand même une dinguerie parce que veut pas, c'est lié. Le fait de pas être vu, de pas être entendu et le fait d'être seul, c'est lié. Mais en tout cas, petite parenthèse. Et le lien que je voulais faire entre la critique et ce besoin d'être vu et entendu, c'est que dans ce contexte, c'est là que l'acte de critiquer, ça prend tout son sens. Et donc, critiquer, c'est avant tout chercher à être entendu et à valoir sa vision du monde. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi comment dire ça? L'étymologie du mot critique et donc vous expliquer la définition concrète de c'est quoi critiquer. Le mot critique, il trouve ses origines dans le mot grec kritiké, qui signifie l'art de discerner ou de juger, qui dérive lui-même du verbe krinein, qui signifie lui séparer ou distinguer. Historiquement, critiquer, ça impliquait une capacité d'analyse et de jugement réfléchi, mais aujourd'hui, on le fait constamment. C'est vraiment quelque chose qui est spontané, et que ce soit à travers l'autocritique ou que ce soit évaluer quelqu'un d'autre, on le fait de façon non verbale ou verbale, peu importe. On le fait tout le temps. Mais pourquoi on critique? Quand on émet une critique, on cherche à ce qu'elle soit validée et à sentir que notre voix, elle compte. Et de manière paradoxale, quand on reçoit une critique, ça peut également satisfaire notre besoin de reconnaissance de plusieurs façons. Donc, en voilà 3. La première, ça va être la validation par opposition. Quand on s'oppose à nous en se faisant critiquer, ça démontre que nos actions, nos opinions, elles sont suffisamment visibles pour susciter une réaction, en fait. Et je trouve ça quand même logique. Le fait qu'on se fasse critiquer, ça prouve que la personne, elle care. Et on entend beaucoup ça, genre, si tu te fais hate, c'est parce que les gens, ils sont jaloux, c'est parce que les gens, ils care trop de toi et tout, ça veut dire que t'es trop une star. Vous voyez ça, genre, quand on se fait dire ça? Ça, c'est littéralement la validation par opposition. Le deuxième, ça va être le renforcement identitaire. Une critique, surtout si elle nous déplaît, ça nous pousse à réfléchir sur la manière dont on souhaite être perçu et ça peut également nous inciter à ajuster notre identité personnelle et sociale. Ça, je vais en parler un petit peu tout à l'heure dans l'autocritique. Mais c'est tout à fait vrai. Genre, quand on réfléchit vraiment à ce que... Admettons, quelqu'un nous a dit quelque chose. Admettons, quelqu'un nous dit qu'on est susceptible. Et après ça, on se retrouve le soir tard, avant de dormir, à repenser à ça. Techniquement, ça veut dire que toi, tu veux pas être perçu comme susceptible. Si vraiment ça t'a dérangé que la personne te dise ça, c'est que tu veux pas. Et là, j'ai dit susceptible, mais être susceptible, c'est pas nécessairement genre un gros truc et tout. Mais admettons, on dit de toi que t'es orgueilleuse. On dit de toi que t'es orgueilleuse ou orgueilleux. Si le soir tard, ça t'y repenses, puis t'es pas bien, t'es comme... Moi, j'ai pas envie qu'on pense de moi que je suis orgueilleux ou orgueilleuse. Et vraiment, tu te rappelles de la situation... Puis tu te dis, ouais, peut-être que là, j'ai été orgueilleuse. Puis vraiment, là, tu y repenses, t'es dans le mal, t'es pas bien. Ça te prouve que toi, t'es une personne, tu veux pas être perçue comme orgueilleuse. Et donc, ça, c'est le renforcement identitaire. Le troisième, c'est le besoin de régulation. La critique, ça agit comme un mécanisme de contrôle social. Ça nous aide à respecter et à intégrer les normes culturelles et sociales. Et donc, ça prouve que on est pleinement intégré dans un environnement. Et là, honnêtement, c'est pas le seul. J'ai 2 exemples, en fait, qui me viennent en tête. Mais je sais pas si vous avez regardé le film Mean Girls. Mean Girls, si je résume très grossièrement, c'est des filles qui sont un peu des pestes. Et c'est un groupe de filles. Et dans ce film-là, il y a un moment où une fille veut rejoindre le groupe de pestes et on lui explique qu'il y a des normes, il y a un truc de contrôle un petit peu. Et on lui dit que si elle veut rejoindre le groupe, il faut que le mardi, elle s'habille d'une certaine façon. Le mercredi, elle s'habille d'une certaine façon. Et les jeans sont interdits ou les joggings sont interdits. Ou bien les joggings, c'est juste le mercredi. Puis tu dois t'habiller en rose le lundi. Et des trucs comme ça. Et en fait, ces filles-là, elles avaient tellement peur entre elles de se faire critiquer par les autres filles du groupe ou par les autres personnes de l'école qu'elles se soumettaient à ces règles, aussi crazy qu'elles étaient, genre aussi folles qu'elles étaient, elles se soumettaient quand même à ces règles qu'elles s'étaient posées entre elles. Girl World had a lot of rules. You can't wear a tank top 2 days in a row, and you can only wear your hair in a ponytail once a week. So I guess you pick today.
Oh, and we only wear jeans or track pants on Fridays. Now, if you break any of these rules, you can't sit with us at lunch. Well, I mean, not just you, like, any of us. Okay, like, if I was wearing jeans today, I would be sitting over there with the art freaks. J'ai un exemple un peu plus familier. Dans les gros mariages, moi je pense aux mariages arabes, mais pensez à ce que vous voulez. Le fait de se maquiller pour les femmes, c'est un petit peu une norme, ok? Je dis pas que tu es obligé de le faire, je dis pas que tu vas te faire critiquer nécessairement si tu le fais pas, mais c'est un peu une norme. Ça fait que même si toi, tu es une personne que dans la vie de tous les jours, tu te maquilles absolument pas, si tu vas à un mariage, tu vas te maquiller, peut-être parce que tu as peur des critiques. Ça, c'est le besoin de régulation. C'est vraiment le fait que, à cause des critiques, tu vas te soumettre à certains codes, à certaines normes que tu n'aurais pas fait si tu n'avais pas peur des critiques ou si tu savais que tu te serais pas fait critiquer. Est-ce que vous voyez un petit peu le truc? En tout cas, on va passer à autre chose. Bon, je pense que j'ai assez blablaté sur le pourquoi du comment de la critique. Maintenant, on va directement passer à l'autocritique, donc se juger pour mieux se connaître. L'autocritique consiste à s'évaluer soi-même, à remettre en question ses propres choix, ses actions et même son caractère. Pierre Bourdieu, un sociologue de renom, a expliqué comment les valeurs et les normes sociales intériorisées dès l'enfance influencent notre manière de nous juger. La réalité, c'est que il y a, oui, des conditions sociales de possibilité. Pour avoir les goûts que j'ai, il faut que je sois le produit de certaines conditions sociales. Selon lui, notre évaluation de soi se construit à travers l'interaction avec autrui. Et la personne interrogée a une idée du statut social de la personne qui l'interroge, donc de ses goûts, de ses préférences, et il a peur d'être jugé par l'interrogateur. Et de ce fait, il tend, d'autant plus qu'il est plus bas dans la hiérarchie sociale, à produire des jugements de goût qu'il juge conformes aux attentes de l'interrogateur. On intègre inconsciemment les critiques, les jugements et les attentes de notre environnement et c'est ce qui façonne notre image personnelle. Overload criticism on our children all the time, then they can start to get a skewed perception of themselves, something that's just not true. They can start to think of themselves as a person who hasn't done anything right. They can start to think absolute or drastic thoughts about their progress. They might get obsessed with perfectionism and think that if they can avoid any criticism, that somehow they are perfect. Tout le monde a cette expérience de se rappeler de une critique qu'on a reçue quand on était jeune et que jusqu'à aujourd'hui, ça nous a marqué. Peu importe sur quoi c'était peut-être sur un point faible, sur quelque chose comme une critique constructive, quelque chose que quelqu'un nous a dit il y a longtemps, ça nous a marqué et tout. Mais c'est quelque chose d'universel. On se rappelle des fois des critiques qu'on nous a dit quand on était très jeune. Et ça, en fait, c'est vraiment une preuve qu'on intègre inconsciemment les critiques. Et il y a ce truc de... On est conditionné, en fait. On est conditionné et le renforcement... Et le renforcement, c'est vraiment réel. Quelqu'un, admettons qu'on a toujours dit à cette personne-là qu'elle était nulle et qu'elle allait jamais réussir, elle est plus... c'est-à-dire, elle a plus de chances, elle est plus conditionnée à ne pas réussir, à pas aller loin, entre gros guillemets. Et une personne à qui on dit « t'es le meilleur, tu vas trop d'être ça dans la vie, genre t'es fait pour quelque chose de grand et tout », cette personne-là, elle est plus comme apte à réussir, vous comprenez? C'est vraiment de ça que je parle quand je dis qu'on intériorise ce que les gens disent de nous. On intériorise les critiques et c'est pour ça que c'est très, 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 très important de faire attention à ce qu'on dit. Et en islam, on a ce hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit que si on n'a rien de bon à dire, on se tait. Et ça s'applique à tout. Mais moi, je me sers de ce hadith pour vous expliquer que quand il s'agit de poser une critique, si tu n'as rien de bon à dire, tu te tais. Parce que c'est vraiment réel. On intériorise absolument tout ce qu'on se fait dire. Et il y a des choses qui restent après beaucoup de temps. Et toi, des fois, tu passes un commentaire, tu dis quelque chose à quelqu'un. Ça peut marquer cette personne et que ce soit positif ou négatif. En psychologie, on distingue deux notions identitaires essentielles. Le soi idéal et le soi réel. Le soi idéal, c'est ce qu'on aspire à être, ce qu'on veut être dans la vie, notre nous parfait, selon nous. Et le soi réel, c'est qui on est concrètement.
Et plus l'écart entre ces deux dimensions il est grand, plus notre estime de nous-mêmes, elle risque d'en pâtir. So the experiment is, okay, let me begin to think differently. So I got to remind myself how I do want to think, and I have to remind myself of how I no longer want to think, so I don't default and go unconscious. Let me remind myself how I'm going to behave so that I could actually get my behaviors to match my intentions. And let me remind myself of how I'm going to feel. If I'm able to succeed in that day, then there should be some change in my life. It's the experiment. Cet écart, il est souvent amplifié par ce qu'on appelle les pensées limitantes. Just saying you don't have the ability to do something is limiting. This belief can stop you from moving any further, or especially trying. Instead of accepting this limiting belief, you may have to redefine the thing that you can't do. Before the Wright brothers, humans couldn't fly. But the Wright brothers redefined the definition of what it meant to fly, and now millions of people fly through the air every day. Number 4, it's not up to me, so it's not worth the effort. Par exemple, c'est se dire « j'ai échoué une fois, donc j'échouerai toujours ». C'est ce truc pessimiste de tout le temps se rabaisser, de se dire « ah, de toute façon, moi, j'ai jamais de chance », ce genre de truc. Et des fois, on appelle ça carrément, j'ai regardé en France, on dit pas pensée limitante. Je sais pas pensée est sorti d'où, mais les Français diraient plutôt les croyances limitantes. Et en fait, ce terme-là de croyance, je trouve qu'il est intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qu'on se fait croire. C'est pas une réalité. Quand on se dit... Bon, cet exemple-là est un peu, genre, obvious, que genre, si tu te dis « j'ai échoué une fois, j'échouerai toujours », c'est un peu obvious que c'est faux, c'est une croyance, c'est quelque chose de infondé. Mais des fois, en fait, les remarques, les critiques qu'on se fait à soi-même, faut se mettre sur pause et se demander à soi-même, est-ce que c'est une pensée limitante ou est-ce que c'est vraiment une critique qui est fondée? Vous voyez? Parce que des fois, on s'associe beaucoup à ce qui nous arrive. And whenever you have found yourself in a crabby situation, that too shall literally pass. So it's not you. It's just an occurrence that you're observing. It's temporary. It is not the definition of you. Admettons, on s'est fait refuser Admettons, on a fait une demande à l'université et on s'est fait refuser. On va s'associer à ce refus et on va dire « ah, c'est parce que j'étais nulle. C'est parce que j'étais pas assez forte. » Des fois, ça se peut que ce soit ça. Mais des fois, ça se peut que comme... sur 300 personnes qui ont fait des demandes, ils en ont accepté 40. Et parmi ces 40 personnes, ils ont hésité à te prendre. Mais là, la 40e personne, elle avait fait anglais 3. Puis toi, tu avais fait anglais 2. Vous voyez, ça se joue sur des petits détails. Donc, le fait de s'associer à ce qui nous arrive, des fois, ça sert à rien. Je vous donne un autre exemple qui est un peu moins gros. Tu fais un examen. Tu t'es forcé, t'as étudié comme un malade, t'as fait tout ce que t'avais à faire, t'as écouté en classe, t'as assisté à tous les cours, t'as pris tes notes, t'as tout fait et t'as une mauvaise note. Des fois, faut se détacher. Des fois, écoute, t'as fait tout ce que t'avais à faire. Le prof, t'es tombé sur un prof, il a fait un examen hyper difficile et tout, même la moyenne de la classe, elle est pas top et tout. Faut se détacher, faut se dire, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ce que j'ai pu. Khalas, genre, je peux rien faire de plus, vous comprenez? Des pensées limitantes, ce serait de se dire « ah, j'ai foiré parce que je suis complètement nulle, puis je réussirai jamais à faire mieux. » Puis, vous voyez, comme c'est des trucs, ça te freine. C'est des trucs, c'est des pensées, c'est des croyances. Elles sont infondées, elles sont pas rationnelles, elles sont pas logiques. Et on a beaucoup tendance à avoir ce genre de pensée vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est ça qui va vraiment creuser l'écart entre le soi réel et le soi idéal. Le soi idéal qui était « oh, moi, je voulais absolument aller à cette université. » Le soi réel qui est « je me suis fait rejeter cette université. » Cette confiance personnelle qui a été complètement brisée, c'est les pensées limitantes. Parce que sur une situation donnée, deux personnes qui ont deux autocritiques différentes, une personne qui a de l'autocritique très destructive et une personne qui a de l'autocritique très constructive, les deux personnes, elles vont pas avoir la même expérience de ce refus à l'université qu'elles voulaient. Une personne, elle va plutôt se dire « c'est pas grave, je vais essayer de voir le bon côté des choses. Je me dis que l'université à laquelle je me suis fait accepter, elle est plus proche de moi, ça va être plus simple, je vais dépenser moins d'essence, je vais dépenser moins sur le transport en commun, ça va me faire perdre moins de temps. » Vous voyez, il y a toujours une façon de voir les choses du bon côté. La personne, par exemple, qui va avoir des pensées limitantes et qui s'autocritique de façon destructive,
elle peut se dire mille et une choses, puis elle est en train de creuser sa propre tombe. Tout est vraiment une question de mindset. Bon, je pense que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je sais que j'ai pas terminé toute l'autocritique. Inch'Allah, je vais terminer l'autocritique au prochain épisode. Mais c'est parce qu'en fait, je trouve que déjà l'épisode est... Je suis à 20 minutes, puis j'ai même pas encore fait de montage et tout. Donc je me dis, je vais mettre ça en pause pour le moment, Inch'Allah. Puis je vais vous poster l'épisode sur la suite de l'autocritique et la critique destructive. Mais pour le moment, ça va être ça. Dites-moi si ça vous a plu. Si vous écoutez sur Spotify, laissez-moi un petit commentaire. Si vous écoutez sur YouTube, laissez-moi un petit commentaire. Mettez-moi un petit pouce, abonnez-vous, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sinon, petit mot pour les musulmans qui m'écoutent. Je vous souhaite un Ramadan Mubarak. Je suis vraiment contente que ce soit Ramadan. J'espère que vous en profitez au max, qu'Allah accepte de vous, qu'Allah vous facilite, qu'Allah accepte toutes vos œuvres, tous vos jours de siam, Inch'Allah. J'espère que vous êtes vraiment au top de votre foi. Si c'est pas le cas, on est juste au début. Donc, c'est vraiment pas trop tard pour se mettre dans le bain, se fixer des objectifs, justement s'autocritiquer. Je sais que j'ai parlé de ça beaucoup, le fait de se critiquer et tout. J'ai beaucoup parlé de l'aspect négatif, mais Inch'Allah, au prochain épisode, je vais vous parler de l'aspect plus positif de l'autocritique. Mais vraiment, c'est le moment de faire une introspection, de voir qu'est-ce qui va mal dans votre foi, qu'est-ce que vous avez à améliorer, qu'est-ce qui va mal dans votre dîn, dans vos actes d'adoration, qu'est-ce que vous faites pas, qu'est-ce que vous faites mais qui est pas bon. Tout ça, Inch'Allah, c'est à observer et qu'Allah vous facilite. Sinon, j'espère que ça vous a plu et j'attends vos retours. Assalam.